Messieurs, votre médecin vous a recommandé une hormonothérapie pour traiter votre cancer de la prostate? En matière de traitement hormonal, vous gagnez à vous informer pour bien comprendre la situation. Regardons-y de plus près. On dit de certains cancers qu'ils sont hormonosensibles, c'est-à-dire qu'ils sont stimulés par des hormones. Dans le cas du cancer de la prostate, les hormones responsables sont les hormones masculines, aussi appelées androgènes, et plus particulièrement la testostérone. Pour empêcher le corps de sécréter ou d'utiliser ces hormones, et donc freiner la croissance et la propagation du cancer, on a recours à l'hormonothérapie. Employée seule, l'hormonothérapie ne permet pas de guérir le cancer de la prostate, mais elle peut réduire la taille des tumeurs, contrôler la progression et contribuer à prolonger votre vie. Il existe 3 formes principales d'hormonothérapie: des injections ou des implants qui arrêtent la production de testostérone, des comprimés qui en bloquent les effets, et la chirurgie appelée orchidectomie, soit l'ablation des testicules. L'hormonothérapie peut servir à réduire la taille d'une tumeur avant un traitement ou à augmenter l'efficacité d'un autre traitement, comme la radiothérapie. Elle peut aider à maîtriser les cellules cancéreuses restantes après un traitement et même cibler un cancer de la prostate avancé ou qui récidive après une chirurgie ou une radiothérapie. En présence d'un cancer avec métastase, l'hormonothérapie contribue aussi à contrôler la progression des tumeurs. Un taux d'APS bas et stable indique que l'hormonothérapie est efficace. L'évolution du cancer peut ainsi être maîtrisée pendant plusieurs années. Cependant, avec le temps, l'hormonothérapie peut perdre en efficacité. Le cancer peut alors se remettre à progresser malgré un niveau de testostérone très bas. C'est pourquoi votre médecin surveille de près votre taux d'APS. Une hausse importante sur une courte période pourrait indiquer une récidive avec ou sans métastase. Si tel est le cas, votre médecin pourrait ajouter une hormonothérapie de nouvelle génération, sous forme de comprimés. Ce type d'hormonothérapie est efficace pour retarder la progression vers les os, retarder une chimiothérapie en présence de métastases et prolonger votre espérance de vie. Il faut savoir que l'hormonothérapie peut entraîner des effets secondaires, dont l'intensité et la durée varient d'un homme à l'autre. Les principaux sont les bouffées de chaleur, la fatigue, une baisse de libido et des troubles de l'érection, un gain de poids et à certains moments des sautes d'humeur. L'hormonothérapie peut également entraîner une fragilité des os et à plus long terme, un risque de diabète ou de problèmes de cœur. Cependant, ils peuvent disparaître avec le temps ou être traités. Vous avez un pouvoir sur certains de ces effets, notamment en privilégiant une saine alimentation, incluant un supplément de calcium et de vitamine D, en étant actif physiquement et en effectuant chaque année un bilan de santé complet. Demandez conseil à votre équipe soignante lors de vos visites de suivi. Prendre soin de soi avec ces gestes simples est aussi important que prendre ses médicaments et suivre ses traitements. Vous avez des inquiétudes ou des questions? Nous sommes là pour vous. Procure remercie les spécialistes, infirmières et patients pour leur aide dans la réalisation de cette capsule. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Procure en parle. Comme l'information est le premier remède, c'est avec plaisir que nous vous présentons le 5e webinaire de cet automne. Aujourd'hui, nous aborderons le rôle de l'hormonothérapie avec le Dr Nawar Anna, uro-oncologue au CIUS de l'Est de l'île de Montréal et professeur adjoint de clinique à l'Université de Montréal. Nous aurons droit à une présentation par notre spécialiste suivie d'une période de questions. Parlant de questions, merci pour celles que vous nous avez fournies d'avance sur info@procure.ca. Sinon, vous pouvez les soumettre en utilisant le bouton QA qui est au bas de votre écran. Elles seront lues au cours de la période de questions. Avant de débuter, nous tenons à remercier tous nos donateurs du Fonds du Cœur, mais également le présentateur officiel de ce webinaire, Industriel Alliance, et nos partenaires, Astellas, un des laboratoires très impliqués dans le traitement des cancers de la prostate plus avancés, de même que l'Association des urologues du Québec.
Merci, Dr. Anna, d'avoir accepté notre invitation. Et sans plus tarder, je vous cède la parole. Vous pouvez partager votre écran. Bonjour Marie-Christine, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? J'espère que oui. Oui. Super, parfait. Je vais essayer de... Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Procure de me donner l'opportunité d'interagir comme ça avec les patients et de pouvoir faire ces capsules-là qui sont très éducatives. Et sans plus tarder, je vais essayer de partager mes diapositives. Si vous pouvez me faire juste un petit signe comme quoi les diapositives sont bien visualisées. Parfait, je pense que j'ai entendu un oui. Donc, je vais commencer. Encore une fois, mon nom est Nawar Anna, je suis urologue au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et Santa Cabrini. Je m'occupe, entre autres, du cancer de la prostate et des autres cancers affectant la sphère urologique, particulièrement le cancer de la prostate qui est le cancer le plus fréquent qu'on fait affaire en urologie. Donc, premièrement, voici un petit aperçu de la présentation. Là, on va essayer de passer un peu à travers un peu la classification du cancer de la prostate, là, le score de Gleason, les stades. C'est souvent la première question que les patients ont pour nous. Après, on va parler des options de traitement rapidement, un peu juste pour s'orienter. Évidemment, on va rentrer dans le vif du sujet qui est l'hormonothérapie. On va parler des types d'hormonothérapie qu'on peut utiliser. Un peu c'est quoi qu'on suit pendant l'hormonothérapie, le taux d'APS. Puis après, on va parler des effets secondaires. Ça, c'est important pour pouvoir les reconnaître et les gérer et qu'est-ce qu'on peut faire comme patient pour essayer de les minimiser. Certains objectifs, des trucs. Puis finalement, on va finir avec une période encore plus importante que la présentation qui va être la période de questions. Donc, premièrement, le score de glycine et le stade. Comme je disais tantôt, c'est souvent la première question que les patients nous posent, je suis à quel stade? Dans le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est classifié un peu différemment, je dirais, que des autres cancers. Là. Souvent, les patients vont dire, ben là, je suis stade 1 ou 2 ou 3 ou 4. Je dirais qu'en premier lieu, qu'est-ce qu'on regarde lorsqu'on fait une biopsie et qu'on a un résultat de cancer? Mais on regarde un peu le grade du cancer. C'est vraiment l'agressivité du cancer. Et ça peut être assez mélangeant pour les patients, parce que des fois, on va parler d'un score de glycine 3, après on va parler d'un score de glycine 4, là, après on va faire un score ensemble, on va les combiner, ça va donner un score sur 10 qui va commencer à 6 et finir à 10. Fait que si on y va de gauche à droite, quand on regarde les groupes de grades, c'est un peu la nouvelle classification, puis c'est un peu ça, moi, que j'essaie de dire aux patients, parce que c'est un peu plus facile à comprendre, mais c'est pas compliqué, ça va de 1 à 5. Fait 1 sur 5, 2 sur 5. Fait que c'est assez facile à comprendre. Quand on regarde la colonne du milieu, mais en fait, qu'est-ce que ça représente, ça, de 1 à 1 jusqu'à 5 sur 5? Mais ça représente le score de glycine. Glycine, c'est un pathologiste qui regardait un peu les labs, puis il regardait un peu l'agressivité des cellules. Puis en fait, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde un peu la combinaison des deux scores qu'on voit le plus souvent, les deux grades qu'on voit le plus souvent, excusez-moi. Donc, si c'est juste du grade 3 qu'on voit que le pathologiste, mais il va dire ben, c'est tout du 3. Donc, c'est du 3 plus 3, ça donne 6. S'il voit majoritairement du 3 avec un peu de grade 4, ben là, il va dire bon, 3 plus 4, et ainsi de suite. Donc, si c'est majoritairement du 4 puis un peu de 3, ben 4 plus 3, ça fait 7. Et encore une fois, comme vous pouvez voir, vous pouvez descendre les lignes et ainsi de suite. Puis ça, après, on a essayé de les regrouper pour un peu faire un peu des catégories. On sait que le 3 plus 3, 6 sur 10, surtout qu'on n'a pas beaucoup, mais ça, c'est classifié comme un cancer à bas risque. Après, le score 7 sur 10, mais là, on parle d'intermédiaire. Il y a différentes façons de dire est-ce que c'est plus favorable, plus défavorable. Puis après, on tombe plus dans les hauts risques. Ça, c'est plus qu'on va regarder du score de 8, 9, 10 sur 10. Quand on regarde un peu le stade local, ça, c'est souvent, on va se baser sur le toucher rectal. Encore une fois, le toucher rectal, ce n'est pas quelque chose d'entièrement fiable à 100%. C'est sûr qu'on c'est un examen physique, on essaie de déterminer, mais là, le cancer
est-ce qu'on ne le sent pas du tout comme un T1, puis c'est vraiment juste le dosage de l'APS qui est augmenté, qui nous a amené à le découvrir, ou on sent quelque chose? On sent-tu une petite bosse juste d'un bord, une petite bosse qui touche les deux bords, une bosse qui sort de la prostate? Bref, comme je vous disais, ça, on l'utilise pour essayer d'orienter nos traitements, mais ce n'est pas fiable à 100%. Une fois que le cancer de la prostate est diagnostiqué, quand il y a un certain risque, pas tous les cancers, mais des fois quand il y a un certain risque, des fois on va demander des examens pour essayer de voir est-ce qu'il y a eu propagation du cancer localement à des ganglions, aux structures adjacentes ou à distance, au niveau des os, des autres organes. De façon standard, pour faire un bilan d'extension, comme on dit, du cancer de la prostate, on va souvent se baser sur un scan abdominal et pelvien et sur une scintigraphie osseuse qui va regarder les os. Des fois, on va aussi utiliser la résonance magnétique. La résonance magnétique, c'est un examen qu'on fait un peu comme un scan, mais qui dure beaucoup plus longtemps, qu'on est dans une machine qui fait beaucoup de bruit, qui peut durer presque 30-45 minutes. On l'utilise de plus en plus. Ce n'est pas chez tous les patients qu'on va en avoir besoin. Puis on va l'utiliser à différents stades du cancer de la prostate. C'est-à-dire, des fois, on va l'utiliser pour diagnostiquer le cancer, des fois, on va l'utiliser pour voir le suivi, pour voir s'il y a une récidive. Bref, utilisé de plus en plus souvent. En gros, quand on regarde tous ces critères-là ensemble, puis moi, c'est quelque chose que j'essaie de dire aux patients, on essaie de classifier le cancer en différents risques. Comme je disais, si on voit que c'est un cancer qui a l'air très localisé, que l'APS est bas ou que le glycine, le score est 6 ou moins, avant, on parlait de score 6 ou moins, maintenant 6, c'est le plus bas, juste pour vous dire. Donc, ça, on va dire que c'est un cancer à faible risque. Ça ne veut pas dire qu'on ne le suit pas ou qu'on ne le traite pas. Dans la majorité des cas, on va le suivre. Des fois, on va suggérer un traitement des patients quand il va en avoir beaucoup ou qu'on va être un peu inquiet de la dynamique, mais en général, ça reste que c'est un cancer à faible risque. Après, l'autre catégorie en dessous, selon les critères que vous voyez, on tombe dans un risque intermédiaire. C'est une catégorie qui est quand même assez large. Dans l'intermédiaire, il y en a qui vont plus avoir de l'air d'un bas risque, donc on va les appeler intermédiaires favorables. Puis il y en a qui vont plus sembler se comporter comme un plus haut risque, qu'on va les appeler intermédiaires défavorables. Et finalement, si on tombe dans des critères un peu plus sévères, comme vous voyez en bas du tableau, là, on va parler d'un cancer à haut risque. Puis ça va nous aider à guider un peu le traitement, savoir un peu qu'est-ce qu'on va faire comme traitement, comme on va voir sur la prochaine diapositive. Quand on regarde les cancers à faible risque rapidement, comme je disais tantôt, la majorité des cas, je vous dirais qu'on va faire de la surveillance pour être sûr qu'on ne manque pas un cancer qui est un peu plus haut risque, puis être sûr que ce cancer-là qu'on a découvert ne se transforme pas graduellement. Quand je dis graduellement, c'est souvent sur plusieurs mois, voire des années, en cancer plus intermédiaire ou haut risque. Par contre, on peut aussi, des fois, comme je disais, opter pour des traitements. Souvent, les traitements, ça va être soit la chirurgie, qui est la prostatectomie radicale, l'ablation complète de la prostate. On peut utiliser différentes modalités de radiothérapie, comme la cryothérapie ou la radiothérapie externe. Puis vraiment, ça, c'est dans une visée curative. Si on veut guérir le cancer, puis ça marche dans la majorité des cas qu'on est dans un cancer de faible risque. Dans les cancers intermédiaires, on peut encore une fois utiliser la chirurgie. Ici, la surveillance a été enlevée parce que je vous dirais que la majorité des patients qui sont diagnostiqués avec ce cancer-là, puis qui ont une certaine espérance de vie, on va souvent leur recommander un traitement parce qu'on sait que ces cancers-là, probablement qu'ils vont évoluer, mais ils peuvent prendre plusieurs années à évoluer, des fois 5, 10 ans, 15 ans à évoluer. Donc, c'est des patients qui vont avoir autour de 55 ans, 60, 65 ans, mais c'est sûr que ces patients-là, on peut être inquiet à long terme. Pas à court terme, mais à long terme, donc on va souvent leur recommander un traitement. Mais est-ce que ça se peut qu'un patient ait un risque intermédiaire, mais qu'il soit un peu plus âgé, un peu plus malade, qu'on dit peut-être qu'on va juste le suivre? C'est possible, puis c'est des choses qu'on peut faire en clinique. Pour revenir au traitement, donc on a parlé de la prostatectomie radicale. Pour les cancers à risque intermédiaire, on peut faire aussi de la radiothérapie externe. Puis souvent, quand c'est dans le risque intermédiaire, on va combiner la radiothérapie ou des formes de radiothérapie, mais à de l'hormonothérapie. Dépendamment de où ce qu'on est dans le spectrum du cancer intermédiaire,
le radio-oncologue, c'est souvent lui qui va décider, mais il va suggérer aux patients de prendre de l'hormonothérapie souvent pour 4 ou 6 mois à peu près. Puis encore une fois, c'est une visée curative. Quand on tombe dans le cancer à haut risque, c'est un peu les mêmes options. Par contre, cette fois-ci, le radio-oncologue va souvent donner aux patients une hormonothérapie qu'on appelle de longue durée. Il y a différentes études. Il y en a qui vont donner plus autour de 18 mois, il y en a qui vont plus autour de 24 mois, puis il y en a qui vont prendre 3 ans, je veux dire, donc 36 mois. Ça, encore une fois, ça va dépendre un peu de l'agressivité du cancer, à quel point il est avancé localement. Donc, c'est des choses c'est vraiment des décisions individuelles pour chaque patient. Quand on tombe dans un cancer qui s'est propagé, donc métastatique, ça peut être au ganglion, ça peut être aux os, ailleurs dans le corps ou à d'autres organes du corps. Mais souvent, le premier traitement, mais ça va être de l'hormonothérapie. Là, on va parler de l'hormonothérapie standard. Tout à l'heure, on va voir c'est quoi les différentes formes qu'on peut faire. Depuis quelques années, je dirais même depuis plusieurs années, là, probablement 5 à 10 ans, il y a des nouvelles hormonothérapies qu'on appelle de nouvelle génération qu'on utilise. Au début, on utilisait ces traitements-là plus quand l'hormonothérapie standard ne marchait plus. Mais maintenant, on fait une combinaison des fois, dépendamment de la situation entre les deux. Et aussi, quand le cancer s'est propagé, mais on peut utiliser d'autres formes de traitement, comme la chimiothérapie. On peut même faire de la radiothérapie au niveau de la prostate. Et on peut faire de la radiothérapie à certains sites de métastase. Et des fois, on va utiliser une combinaison de presque tous ces traitements-là chez le même patient. Donc, vraiment, ça aussi, ça va dépendre du cas par cas. Et souvent, ces cas-là sont discutés avec multiples spécialistes pour voir un peu c'est quoi la meilleure approche. Quand on parle d'un cancer qui s'est propagé, on rentre plus dans la vision que c'est un cancer qu'on veut contrôler. Malheureusement, il n'y a pas encore de remède miracle qui guérit le cancer de la prostate quand il est rendu à ce stade-là. Par contre, on est rendu avec des très bons médicaments et plusieurs lignes de traitement qui peuvent contrôler la maladie, le cancer pendant des fois plusieurs années. Des fois, ça peut aller de 6 ans à 8 ans à 10 ans et ainsi de suite. Donc, on a de plus en plus d'options qui nous permettent de faire ça. Donc, les types d'hormonothérapie. Donc, pour la majorité des hommes, comment ça agit l'hormonothérapie? En fait, c'est que c'est comme une castration. Moi, j'essaie de dire aux patients, c'est un peu comme la ménopause chez la femme, en fait. C'est un traitement qu'on donne qui fait en sorte que votre corps ne sécrétera plus de testostérone ou ne va pas permettre au cancer d'utiliser la testostérone pour continuer à se propager. On sait que le cancer de la prostate est très, très, très hormonodépendant au début. Donc, en coupant cette nourriture-là ou cette essence-là au cancer, mais il ne peut plus se propager puis grossir. Par contre, comme je disais tantôt, quand on parle d'un cancer qui est avancé ou même quand il est localisé, l'hormonothérapie à elle seule, elle va l'endormir, elle va l'empêcher de grossir, elle va le faire réduire, mais elle ne va pas guérir votre cancer. Ça peut faire augmenter l'efficacité d'un traitement comme la radiothérapie, d'où pourquoi on le combine. Des fois, qu'est-ce qu'ils vont faire, les radio-oncologues? Ils vont donner un peu d'hormonothérapie pendant quelques mois, 2, 3 mois, et là, après, ils vont faire la radiothérapie. Parce que justement, ça l'affaiblit, ça le rapetisse, comme ça la radiothérapie peut être encore plus forte dessus. Puis les autres critères, ça peut maîtriser les cellules cancéreuses. Mettons, on fait un traitement comme la chirurgie, puis on voit qu'il y a on pense qu'il y a encore des petites cellules autour. Bien là, des fois, on peut combiner avec la radiothérapie, l'hormonothérapie pour voir vraiment essayer d'aller tuer les dernières cellules. Puis qu'est-ce qui est bien de l'hormonothérapie, c'est vraiment, mais ça va empêcher toutes les cellules partout dans le corps de pouvoir se propager ou se multiplier. Donc, vraiment, ça va pouvoir contrôler le cancer qui est un peu partout dans le corps, si jamais il y en a un peu partout. En gros, on dit qu'il y a 3 grosses classes de types d'hormonothérapie. Il y a souvent ceux qu'on utilise les plus souvent, c'est les injections ou les implants. C'est des injections qu'on peut donner à différentes fréquences. Il y en a qui se donnent au mois, il y en a qui se donnent aux 3 mois, aux 6 mois. Puis en général, il faut le répéter. Il y a des comprimés oraux qu'on peut utiliser, c'est-à-dire il y en avait des anciens, puis maintenant il y en a les nouveaux, comme je disais, la nouvelle génération. C'est vraiment des pilules.
qu'on prend. Des fois, c'est quand même beaucoup de pilules à chaque jour, mais ça nous permet de bloquer les effets de la testostérone. Puis aussi, dans certaines situations, quand les patients ne veulent pas avoir des injections ou quand c'est peut-être un peu plus compliqué de recevoir des injections, mais des fois, on va y aller et on va faire ce qu'on appelle l'orchidectomie bilatérale. C'est vraiment qu'on enlève les testicules. Ce n'est pas une grosse chirurgie, souvent une chirurgie d'un jour qu'on peut faire sous anesthésie. Puis ça fait un peu le même effet que les injections, en fait. C'est qu'on ne produira plus de testostérone. La testostérone est produite par les testicules, donc en enlevant les testicules, il n'y en aura plus de testostérone. Donc, dans l'hormonothérapie standard, ceux qu'on voit le plus souvent, c'est ceux-ci. C'est donc, il y a le Luprolide, qui est le nom commercial, le Lupron, Lupron-Dépôt et le Ligard. Il y a la Gocéréline, qui est le Zoladex, et il y a la Triptyréline, qui est le Trelstar. Ça, c'est des agonistes de la LHRH. Pas pour rentrer dans les détails, mais eux, ils agissent d'une façon différente que les antagonistes, qui est le Dégarélix, comme vous voyez en milieu de la diapositive, qui est le Firmagon. Le Firmagon, le Dégarélix, ça, c'est donné au mois, tandis que les autres, ils ont des options de pouvoir les donner à des fréquences plus longues, comme je disais tantôt, là, 3 mois, 4 mois et 6 mois. Dépendamment des fois de la situation clinique, un urologue va utiliser un, puis un autre urologue va utiliser l'autre. Puis dépendamment des fois des effets secondaires, on va pouvoir utiliser un plus que l'autre. Ça va dépendre un peu de la situation clinique. Sinon, comme on disait tantôt, il y a des comprimés, des anti-androgènes qui bloquent l'effet de la testostérone. Il y en avait plusieurs anciennement qu'on utilisait, mais le plus utilisé maintenant, ça, c'est pas la nouvelle génération, on parle des anciennes générations, mais c'est le Casodex, qui est le bicalutamide. Fait que ça, c'est un bloqueur de la testostérone. Des fois, on va l'utiliser en combinaison avec ceux en haut. Des fois, on va l'utiliser au début pour préparer l'injection, comme je dis aux patients. Ça dépend un peu, encore une fois, de la situation clinique. C'est assez plus rare maintenant qu'on l'utilise sur long terme, mais ça arrive aussi. Fait, comme on disait tantôt, comment on administre l'hormonothérapie, c'est souvent des injections régulières, comme je disais, tous les mois, tous les 3, 4 ou 6 mois. Des choses que j'ai dit déjà, mais donc, des fois, on va le combiner avec le Casodex. Il y a différentes formules. Des fois, on essaie de prendre juste une formule où le patient va pouvoir comprendre, parce que des fois, c'est commence à être compliqué qu'on commence les traitements en plus du diagnostic, de tout ingérer cette information-là à un coup. Fait que souvent, on va dire qu'on va préparer l'injection. Fait que je vais donner au patient quelques semaines de comprimés pour que quand il reçoit son injection, le problème, c'est que des fois, avec les injections de certains hormonothérapies, il y a un flare, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la testostérone pendant quelques jours, voire une semaine ou deux. Puis pour bloquer cette augmentation-là, on va prendre un anti-androgène comme le Casodex quelques jours avant l'injection. Donc, c'est ça un peu l'idée. Ça arrive aussi des fois que quand c'est des cancers qui évoluent plus lentement ou qui sont un peu moins à risque, puis où il y a une très bonne réponse à une injection, les 2-3 premières injections, mettons, puis on voit une très bonne réponse de l'APS. Des fois, ça se peut qu'on arrête l'hormonothérapie, puis on fait juste suivre. On attend quelques mois, voire des fois, ça va jusqu'à une année, jusqu'à temps que l'APS se remette à monter, puis là, on repart l'injection. Ça s'appelle faire de l'intermittence. Puis le but de faire ça, c'est de donner au corps des pauses d'hormonothérapie, parce que comme on va voir, il peut y avoir des effets secondaires. Donc, une des choses qu'on suit de façon très, très, très minutieuse, c'est les niveaux d'APS qu'on reçoit de l'hormonothérapie. L'APS, comme vous pouvez voir peut-être dans d'autres webinaires ou sur Procure, il y a un peu de controverse quant à son efficacité dans le diagnostic du cancer de la prostate. Par contre, dans le suivi du cancer de la prostate, lorsqu'on est sous traitement ou après un traitement, c'est un excellent marqueur de cancer. Donc, c'est très, très, très important de suivre l'APS lorsqu'on soit un traitement. Puis si l'APS est faible et bas, il reste faible et bas, donc ça veut dire que le traitement est en train de marcher. Par contre, malheureusement, tous les cancers de la prostate, il y en a plus vite que d'autres. Si on attend une certaine période de temps, ils vont finir à s'habituer à l'hormonothérapie, puis ils peuvent faire monter l'APS, c'est-à-dire que les cellules trouvent une manière de recommencer à fonctionner malgré qu'il ne reste plus de testostérone. Donc là, c'est là qu'on appelle que le cancer devient résistant à la castration. Donc là, c'est important de suivre l'APS et de voir un peu, il monte à quelle vitesse, c'est
c'est quoi l'amplitude de la montée dans la dernière année, dans les derniers mois. Donc, tout ça, ça nous permet de savoir un peu, c'est quand qu'on change de traitement, qu'on ajoute un nouveau traitement. Donc, tout ça pour vous dire que c'est très important de suivre l'APS. Comme je disais tantôt, il y a des nouvelles thérapies, maintenant des hormonothérapies de nouvelle génération qui sont sorties. Il y en a que ça fait déjà à peu près 10 ans que c'est sorti sur le marché, mais les autres, les 2 dernières qu'on voit, c'est plus dans les dernières 2-3 ans qui ont fait leur apparition sur le marché québécois. Donc, on parle de l'enzalutamide, de l'abiraterone, de la palutamide et le darolutamide. Donc, ça, c'est des médicaments par la bouche qu'on donne. Puis vraiment, leur rôle, ils agissent tous un peu de façon similaire, mis à part l'abiraterone, qui agit un peu différemment. Mais dans le fond, leur but, eux, c'est vraiment de faire une castration, mais encore plus forte au niveau de la testostérone. Donc, ça va bloquer l'effet de la testostérone à multiples niveaux, pour ne pas rentrer dans des détails un peu plus scientifiques, encore plus fort que juste l'injection. Donc, d'où pourquoi leur utilité des fois dans des cancers qui deviennent plus avancés. Récemment, avant, je vous dirais peut-être à partir d'il y a 10 ans, on utilisait ces médicaments-là, surtout quand l'hormonothérapie standard ne fonctionnait plus, parce qu'on devenait résistant à la castration, comme je disais tout à l'heure. Par contre, il y a des nouvelles études dans les dernières années qui sont sorties qui ont vu l'utilité de combiner ces médicaments-là dès le début avec les injections. Puis on voyait que dès le début, c'est-à-dire dès au diagnostic du cancer, puis on voyait que dans certains cas, en faisant cette combinaison-là, le contrôle de la maladie est encore plus long que juste faire de l'hormonothérapie puis attendre que ça ne marche plus, puis là, les commencer. Donc, dans tous ces catégories-là, donc les cancers métastatiques au diagnostic, dans certains cancers qui récidivent après un traitement, mais qui récidivent avec une façon quand même assez agressive, des fois, on va les utiliser d'emblée. Dans les cancers qui sont résistants à la castration, comme on a dit tantôt, quand l'hormonothérapie ne marche plus, là, on va les utiliser aussi. Donc, comme on disait, ça bloque l'activité, la production de testostérone, puis c'est encore plus fort que juste les injections. L'avantage, c'est que c'est donné par la bouche. Ça peut être un désavantage parce que c'est quand même, comme on disait, beaucoup de comprimés des fois. Mais par contre, ils sont très, très, très efficaces dans une grande majorité des patients. Vraiment, ils vont pouvoir réendormir le cancer, l'endormir encore plus fort. Ça va retarder l'utilisation de d'autres traitements comme la chimio qui peuvent avoir des effets secondaires encore plus forts. Puis vraiment, le but ultime, c'est vraiment de contrôler puis de prolonger la vie encore plus longtemps. Donc, c'est quoi les effets secondaires de l'hormonothérapie? Malheureusement, il n'y a pas rien qui est sans prix dans le cancer de la prostate puis dans tous les traitements qu'on donne dans la médecine. Par contre, il faut comprendre que chaque patient est différent, puis chacun va avoir des effets secondaires différents. Ça peut varier selon le type d'hormonothérapie qu'on donne. Donc, les injections, comme on a dit tantôt, il y a différents types d'injections qui ont différents types d'effets. Les comprimés, les anciens comprimés, les nouveaux comprimés, ils ont différents types d'effets. Ça va dépendre aussi selon la dose qu'on donne, selon les médicaments que le patient prend déjà. Et aussi, ça va dépendre surtout de l'état du patient. Étonnamment, on a des patients qui ont presque peu ou pas d'effets secondaires à l'hormonothérapie, souvent très transitoires au début, puis après, presque pas. Il y en a malheureusement que c'est un peu plus sévère et que ça s'améliore juste un peu. Fait que des fois, il faut changer un peu notre fusil d'épaule. Fait que vraiment, c'est variable. C'est pas tout le monde qui est pareil. En gros, là, les grosses lignes des effets secondaires de ces traitements-là, c'est surtout, je vous dirais, des effets sexuels au début, c'est-à-dire qu'il y a une perte de libido, une perte d'envie d'avoir des relations sexuelles. Il y a souvent la dysfonction érectile, si elle n'était pas déjà présente, qui peut apparaître. L'autre effet secondaire assez fréquent, c'est les bouffées de chaleur. Encore une fois, je dis un peu aux hommes, c'est un peu comme la ménopause chez la femme, puis la majorité des femmes vont passer à travers ça, les bouffées de chaleur à la ménopause, mais c'est un peu la même chose. Encore une fois, ça varie d'un patient à l'autre. Il y en a qui en ont très peu, ça arrive un peu le soir, ils réussissent quand même à bien gérer ça, puis malheureusement, il y en a d'autres qui sont un peu plus incommodés par ça. Une chose qui est aussi souvent rapportée, c'est la fatigue. Malheureusement, les gens souvent se sentent un peu plus fatigués. Il y a différentes façons de pallier à ça, comme on va voir tout à l'heure. Et les autres effets, ça va dépendre aussi surtout de la longueur de l'utilisation. Comme on disait tantôt, des fois, on va utiliser l'hormonothérapie pour, mettons, 6 mois avec de la radiothérapie pour un cancer intermédiaire. Puis des fois, on va utiliser ça à vie pour un cancer métastatique. Fait que plus longtemps qu'on l'utilise, mais plus la chance qu'on ait des effets secondaires comme, vous voyez, la prise de poids, la fonte musculaire.
On peut avoir une fragilisation des os, donc comme l'ostéoporose qui peut apparaître, qu'il faut suivre. Ça peut aussi affecter un peu l'humeur, ça peut donner une humeur dépressive. Des fois, les gens sont un peu plus fatigués, un peu plus tristes avec ça. Puis malheureusement, ça peut augmenter un peu les risques de diabète. Tout ce qui est associé au diabète et un peu à l'obésité, c'est toutes les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut faire attention. C'est sûr que quand on regarde ça, personne n'a envie de prendre de l'hormonothérapie, mais ce n'est pas tous les patients qui vont développer tous ces effets secondaires-là. Puis je vous dirais que ce n'est pas la majorité des patients qui vont avoir des effets sévères qui vont devoir arrêter les traitements. Quand on regarde un peu les exemples des effets métaboliques, comme je disais un peu, qu'on parlait de la prise de poids, mais quand vous prenez de l'hormonothérapie, mais c'est sûr que souvent les hommes ils peuvent noter un peu une prise de poids, surtout au niveau de l'abdomen. On voit aussi des fois que les muscles diminuent, surtout les muscles des jambes, les muscles des bras. Des fois, ceux qui sont déjà diabétiques, ils peuvent noter un peu que leur glycémie, c'est-à-dire que leur sucre est un peu moins bien contrôlé. Puis des fois, maintenant, avec le médecin de famille, on peut voir aussi que les taux de cholestérol sont moins bien contrôlés, puis même la pression artérielle sont moins bien contrôlés. Tout ça, ça veut dire que si tous ces facteurs-là ne sont pas bien contrôlés, mais c'est sûr que ça peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Puis c'est sûr que ça, c'est quelque chose quand même de très important. On sait qu'une cause majeure de mortalité dans notre société, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc, quand on prescrit de l'hormonothérapie à un patient, on a toujours ça dans notre tête. C'est quel patient qu'on a devant nous? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de donner l'hormonothérapie actuellement? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le continuer quand le patient le prend déjà? Parce qu'on sait que ça, c'est toujours des facteurs, des risques que les patients peuvent développer. C'est sûr que quand on prend de l'hormonothérapie, on est très fatigué, fait qu'on ne fait pas beaucoup d'activités. Souvent, on est fatigué, on va peut-être moins bien manger, on va manger un peu plus gras, un peu plus de sel, un peu plus de sucre. Souvent, on va être anxieux, on va être un peu stressé. Des fois, on va boire un petit peu plus d'alcool. Donc, tout ça, si on fait ça, ça va empirer en plus les effets secondaires de l'hormonothérapie. Donc là, vous voyez où est-ce que je m'en viens. Donc, si on veut combattre les effets de l'hormonothérapie, en fait, c'est des choses qui marchent vraiment. En premier, c'est sûr qu'il faut discuter avec l'urologue ou avec le spécialiste qui vous prescrit l'hormonothérapie, le radio-oncologue, ou des fois, c'est même des oncologues. Mais de voir un peu qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour combattre ça. En gros, moi, qu'est-ce que je dis aux patients, c'est que il faut faire ce qui est bon pour la santé, même si on ne prend pas de l'hormonothérapie. C'est-à-dire, il faut continuer ou commencer à faire de l'exercice, s'inscrire à un gym, faire des marches. Il faut vraiment s'assurer de bien manger. Toutes ces choses-là qu'il faut faire d'emblée, mais il faut continuer à le faire. En même temps, le spécialiste, il faut qu'il regarde aussi s'il faut qu'on continue l'hormonothérapie, si on peut l'arrêter. Ça, c'est des choses qu'on fait conjointement ensemble. Le médecin de famille peut toujours aider. En tant qu'urologue ou spécialiste, des fois, nous, notre habilité à contrôler mieux votre pression artérielle ou à contrôler mieux votre sucre, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend dans notre spécialité beaucoup. Donc avoir l'aide d'un médecin de famille, c'est comme primordial et crucial. Parce que le médecin de famille va pouvoir vraiment bien contrôler le diabète, s'assurer que vous avez une pression artérielle bien contrôlée, puis vous suivre aussi dans le temps. C'est sûr que si vous n'avez pas de médecin de famille puis vous prenez de l'hormonothérapie, mais c'est pas très bon, puis il faut vraiment essayer d'avoir un médecin de famille. Il y en a que ça va être des cardiologues qui vont les suivre, qui peuvent les aider aussi. On parlait de maladies cardiovasculaires. Les cardiologues sont assez habitués de suivre le cholestérol et de suivre la pression artérielle. Donc en général, d'avoir quelqu'un d'autre qui peut aider le spécialiste, l'urologue pour faire ça, c'est primordial. On vient un peu à ce qu'on disait tantôt, qu'est-ce qu'un patient peut faire pour vraiment s'améliorer? C'est pas magique, hein? C'est de faire de l'exercice physique. Il y a plein d'études dans le cancer de la prostate qui ont regardé un peu les effets de l'activité physique sur le risque de développer un cancer, sur le contrôle d'un cancer une fois qu'on est traité. Puis toutes les études montrent que l'exercice, ça marche. Okay? Puis ça marche vraiment très bien. De un, ça va marcher pour le cancer, mais comme je disais tantôt, ça va marcher à contrer les effets de l'hormonothérapie. Votre fonction cardio-respiratoire va s'améliorer, votre taux de cholestérol va s'améliorer, votre contrôle de votre sucre va s'améliorer si vous êtes diabétique ou ça va empêcher de devenir diabétique. Tout ça va faire en sorte que les chances que vous développez des effets secondaires graves comme un ACV, un infarctus,
vont diminuer et vont être quasi nuls, même si vous prenez de l'hormonothérapie. C'est très, très, très important de faire ça. En plus, lorsqu'on fait de l'exercice, on compte les autres effets de l'hormonothérapie, comme on disait tantôt. Le gain de poids, on va contrer ça. La perte de muscle, on va contrer ça. La perte de la dureté des os, on va contrer ça en faisant l'exercice. Tout ça fait en sorte, et l'humeur aussi, je viens de voir, l'humeur, c'est important aussi. Donc, tout ça va s'améliorer. C'est assez facile à dire comme médecin, faites de l'exercice. Mais c'est vraiment très, très, très vrai. Je vous dirais que c'est une des choses les plus importantes à faire lorsqu'on prend l'hormonothérapie, c'est de continuer à faire de l'exercice. Ce n'est pas obligé d'être de l'exercice intense. Ça peut être des petites marches, quelques marches par semaine, à un rythme assez rapide, juste assez pour vraiment sentir que le cœur travaille. La deuxième chose, c'est de bien manger. Bien manger, des fois, ce n'est pas aussi évident que juste dire bien manger. Il y a des différents spécialistes qui peuvent vous aider. Il y a des nutritionnistes qui travaillent dans certaines cliniques de votre médecin de famille. Il y a des nutritionnistes qu'on peut rencontrer en privé. Je pense que même en étant médecin moi-même, des fois, je peux avoir des conseils de nutritionnistes parce que des fois, on peut être perdu dans ça. Mais en général, bien manger, on va parler, si vous recherchez sur Internet une diète méditerranéenne, on n'est pas obligé de faire des diètes spéciales très, très spécifiques, mais surtout juste de manger beaucoup de légumes, légumineuses, tout ce qui est, comme on dit, là, coloré, éviter les sucres, éviter toutes les graisses transformées, des choses là comme ça. Idéalement, éviter les viandes. Il y en a qui pensent viande, c'est juste viande rouge, mais même le poulet, des choses comme ça, plus rester dans les légumes, les légumineuses. Pas toujours facile, mais c'est sûr que ça peut aider. Si vous regardez sur le site de Procure, il y a plusieurs fiches d'information qui sont là, qui peuvent vous aider. Il y a même des fiches d'information pour votre médecin de famille. Des fois, malheureusement, j'avais une conversation un peu plus tôt aujourd'hui avec un médecin de famille. Les médecins de famille ne sont pas toujours, malheureusement, au courant de ce qui se passe à l'hôpital. Des fois, on voit plusieurs spécialistes, on a plusieurs problèmes de santé. Ça peut être aussi un peu votre rôle de dire au patient, à votre médecin, écoutez, mon neurologue m'a mis sous hormonothérapie, il m'a parlé qu'il fallait que je contrôle mon sucre. Des fois, ça peut initier le médecin de famille à être peut-être un peu plus aux aguets de savoir, surtout récemment, nos médecins de famille, des fois, on les voit un peu moins souvent en personne. Donc, de leur rapporter cette information-là. Puis, comme je vous dis, même sur le site de Procure, il y a de l'information pour vous et pour votre médecin de famille sur un peu quoi faire lorsqu'on est sous hormonothérapie. En général, si on reprend un peu les objectifs qu'on a dit un peu tout à l'heure, donc atteindre et maintenir un poids santé. C'est sûr que vous pouvez aller voir votre médecin et lui demander un peu ce serait quoi mon poids idéal. Vous pouvez calculer vous-même votre IMC, ce n'est pas très compliqué. On essaie de viser une IMC entre 18, 19 et 25. Ce n'est pas toujours facile. Si vous êtes à 26, 27, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est sûr, c'est beaucoup plus haut, essayez de le diminuer. De le diminuer juste d'un peu, c'est déjà ça de gagner. Bouger, faire de l'exercice. En gros, nous, qu'est-ce qu'on recommande? C'est de viser au moins 150 minutes par semaine d'activité physique. On dit d'intensité modérée à soutenue. Une marche rapide, un vélo, faire de la natation, des exercices aérobiques. En gros, c'est de bouger. Okay? Fait que, si vous n'aimez pas ces exercices-là, mais faites-en d'autres, mais faites-en. C'est ça l'important. C'est sûr de vous abonner à un gym ou à un club de marche, ça peut vous aider. Manger sainement, on l'a dit tantôt, favoriser un régime méditerranéen. Essayer d'intégrer une alimentation riche en fruits et en légumes, comme je l'ai dit, grains entiers, éviter les aliments gras saturés. Tantôt, on a parlé que l'hormonothérapie, ça peut affecter la dureté ou la solidité des os. En général, on va recommander, surtout au Québec, parce que des fois, on a moins d'exposition au soleil, d'avoir un bon apport en vitamine D. Souvent, les patients vont être supplémentés par leur spécialiste en vitamine D, parce que des fois, au Québec, on n'a pas assez à cause des fois du manque de soleil qu'on a juste à cause de où est-ce qu'on habite dans le monde, et aussi en calcium. Donc, regardez un peu ce qui est riche en calcium et en vitamine D, de le prendre. Sinon, on prescrit souvent de la supplémentation, comme je disais. En général, on essaie de limiter aussi la consommation d'alcool pour tout ce qu'on a dit, mais aussi pour les os. On sait que l'alcool à prise à haute quantité, ça peut affecter. Donc, faites attention à ça.
En général, ben, on va dire aux patients, c'est sûr, si un patient qui fume, on va dire, essayer d'éviter de fumer, puis on essaie de leur donner des trucs. Il y a plusieurs ressources pour arrêter de fumer de nos jours. C'est pas facile. Là. Des fois, on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5 essais pour vraiment arrêter. C'est extrêmement important parce que, comme je disais, l'hormonothérapie augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Fait que, on fume en plus. Et là, c'est sûr que ça ne nous aide pas. Au niveau un peu plus psychologique, c'est sûr que tout ça, ça peut stresser. Malheureusement, il faut essayer de trouver un moyen de gérer ce stress-là. Il faut savoir que l'hormonothérapie ne nous aide pas dans ce domaine-là, donc il faut travailler de concert pour vraiment essayer d'améliorer ce niveau-là de notre santé. Puis finalement, comme je disais tantôt, avec le médecin de famille, de concert avec lui, on contrôle notre pression artérielle, on essaie de contrôler notre cholestérol, puis vraiment, on essaie de maintenir des taux de glycémie qui sont adéquats. OK? Puis ça, on suit ça de proche, c'est très important. Puis tout ça, vraiment, ça fait en sorte qu'on est capable de traiter les maladies cardiovasculaires et le diabète. Comme je disais, nous, mettons, actuellement, à Maisonneuve, on a une étude où on regarde les patients qui sont mis sous hormonothérapie. Est-ce que ça vaut la peine de les faire voir en cardiologie, puis vraiment de traiter ces facteurs de risque-là de façon très, très, on va dire, agressive, là, de les mettre sous des médicaments pour les cholestérols, de suivre très, très bien leur pression artérielle? Parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus regardé, parce que la maladie cardiovasculaire, comme je disais, c'est une cause de mortalité qui est non négligeable, même chez les patients qui sont atteints de cancer de la prostate avancé. La dernière des choses qu'on veut, c'est traiter notre patient pour un cancer de la prostate, mais que finalement, malheureusement, il décède d'une autre cause comme un ACV ou d'un infarctus. Donc, en conclusion, vraiment comprendre l'hormonothérapie, c'est sûr que c'est l'urologue, le radio-oncologue qui le prescrit, mais c'est vraiment vous qui peut faire en sorte que vous pouvez minimiser un peu l'impact de ce traitement-là sur votre santé. C'est sûr que les médecins sont là pour vous aider. Il faut un peu demander c'est quoi chercher comme effet secondaire, qu'est-ce qui peut arriver. Évidemment, venir à vos rendez-vous, parlez-en à votre médecin de famille, puis bougez, exactement, comme c'est si bien dit. Fait que j'espère que c'était pas trop long et que j'ai pas parlé trop vite. Des fois, j'ai tendance à faire ça. Mais sinon, je serais prêt à prendre les questions avec plaisir. Merci beaucoup, Dr. Arana. C'était une excellente présentation. De toute façon, cette présentation-là, ce webinaire-là va être disponible sur notre chaîne YouTube, sur notre site web. Alors, les gens vont pouvoir la regarder autant de fois qu'ils le veuillent. Je vais débuter la période de questions. Ça va être des questions en rafale. Je commence tout de suite. Alors, on a un patient qui dit « Pourquoi est-ce qu'on ne prescrit pas l'hormonothérapie en première ligne en même temps qu'une surveillance active pour justement empêcher la progression du cancer vers peut-être un traitement standard? » Ça, c'est une excellente question. C'est des choses qu'on faisait avant, en fait, peut-être avant même que je commence à travailler, puis peut-être même avant que je rentre en urologie. On faisait souvent des cancers localisés, mettons qu'on ne voulait pas vraiment traiter ou que le patient était un peu malade. Des fois, on les mettait sous hormonothérapie il y a très longtemps. Mais par contre, qu'est-ce qu'on s'est rendu compte? Il y a des grosses études qui ont montré que les gens qui étaient sous hormonothérapie pour ces petits cancers-là, mouraient plus que les gens qui ne l'étaient pas. Puis qui avaient ce cancer-là. Donc, l'hormonothérapie avait des effets secondaires néfastes, comme on a vu, des maladies cardiovasculaires, des problèmes des os, de l'obésité, du diabète. Donc maintenant, quand on a un cancer qu'on ne veut pas vraiment traiter, qu'on veut surveiller, mais en fait, on veut vraiment le surveiller pour voir si ça vaut la peine de le traiter. Parce qu'il y en a beaucoup de ces cancers-là qui ne vont même pas vouloir la peine qu'on les traite, puis que comme ça, le patient va pouvoir se sauver de l'hormonothérapie et aussi d'un traitement comme la chirurgie ou la radiothérapie. Donc, le but de faire de la surveillance, c'est vraiment d'essayer de sélectionner les cancers qu'on va vouloir traiter, puis de voir un peu comment ils vont évoluer, puis de donner du temps aux patients de ne pas recevoir un traitement. Donc, le but, ce n'est pas de lui donner un traitement. Donc, c'est pour ça qu'on ne le donne pas de l'hormonothérapie. Merci. Prochaine question. Mon neurologue me dit qu'après cette seconde année de Firmagon, on pourrait envisager un traitement d'hormonothérapie intermittent. Quels sont les bénéfices versus les risques d'un traitement intermittent aux 6 mois, disons,
versus un traitement continu chaque mois que je supporte assez bien? Bien, ça, c'est une excellente question, encore une fois, puis ça a été l'objet d'études super importantes, donc c'est des bonnes questions parce qu'on se les posées aussi. Donc, c'est certains cancers, souvent des cancers qu'on va dire non métastatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dividence à l'imagerie, qu'il y a de la propagation, puis on voit juste que, mettons, l'APS qui monte. Des fois, on va commencer l'hormonothérapie, comme le firmagon ou autre, puis là, le patient va répondre de façon incroyable. Il va avoir un APS qui va tomber à 0, mettons, puis qui va être bien. Mais là, ça vaut la peine d'essayer d'arrêter ce traitement-là pendant quelques temps. Il y a plusieurs raisons que ça vaut la peine. Parce que des fois, il y a des effets secondaires qu'on ne ressent pas de l'hormonothérapie. C'est sûr que la fatigue, les bouffées de chaleur, la baisse de libido, ça, on le ressent. Fait que si on ne les a pas, ben, tant mieux. Mais que les effets secondaires comme la dureté des os, l'ostéoporose, la maladie cardiovasculaire, mais ça, c'est des choses des fois qu'on ne sent pas. Puis quand on le sent, ben, c'est un infarctus, mais là, il est comme un peu trop tard. Fait que le but d'arrêter ce traitement-là ou de le suspendre temporairement, comme le firmagon, ben, c'est d'essayer de minimiser l'impact de ce traitement-là sur développer ces problèmes-là. Donc, si l'urologue juge que ça vaut la peine de l'arrêter puis de surveiller le cancer, bien, moi, je pense que ça vaut la peine de le faire. Puis, quand je reviens à mon premier point, il y a des études qui ont montré que pour les bons cancers, qu'on fasse ça ou qu'on continue le traitement, mais les gens ont la même survie. Donc, ça vaut la peine d'essayer de le faire si c'est le bon candidat. Merci. Un patient peut-il très mal répondre à l'hormonothérapie en termes d'effets secondaires importants? Si oui, les médecins peuvent-ils passer à un autre traitement hormonal? Oui, donc comme je disais tout à l'heure, chaque patient est différent. Il y a des patients qui répondent très mal au traitement au début. Je vous dirais que ça varie. Mettons, il y a des patients qui vont recevoir de l'hormonothérapie lorsqu'ils vont avoir eu la radiothérapie, mettons, puis là, ils vont l'avoir mal toléré. Puis malheureusement, mettons, 5, 6 ans plus tard, leur cancer progresse. Puis là, on leur redonne l'hormonothérapie. Puis là, ils vont bien le tolérer. Il y a des patients qu'on va leur donner l'hormonothérapie, ils vont très mal le tolérer pendant 2, 3, 4, 5 mois. Puis là, ils vont finir par s'habituer, puis finalement, ils le tolèrent. Malheureusement, il y a des patients qui le tolèrent vraiment pas bien, puis que ça continue, puis que des fois, oui, on décide d'arrêter le traitement temporairement. Oui, il y a des urologues que des fois, on va essayer un autre type de traitement hormonal, mais il faut se rappeler que le traitement hormonal a pour but de bloquer ou de baisser la production de testostérone. Fait qu'un peu importe comment on le fait, souvent, ça arrive aux mêmes effets, au même but. Donc, de bloquer le traitement hormonal d'une façon ou d'une autre, des fois, ça peut varier un petit peu si les effets sont surtout hormonaux. Ça peut varier d'un traitement à l'autre, mais souvent, les patients ont les mêmes effets secondaires. Parlant d'effets secondaires puis de patients qui ne répondent pas bien à leur hormonothérapie, est-ce que le dosage peut être abaissé? D'une part, première question. Sous-question, si oui, les effets secondaires seraient-ils moindres? Quand on parle, c'est une très bonne question. Quand on parle des injections, en fait, les injections ont été étudiées à des doses pour pouvoir créer une baisse de testostérone adéquate pour pouvoir contrôler le cancer. Fait que dans ces doses-là, il n'y a pas beaucoup de variations. La variation qu'on peut faire, c'est de le donner soit au mois ou 3 mois, comme je disais tantôt. Mais souvent, ce que ça fait, c'est juste la fréquence de recevoir ces traitements-là. Par contre, dans les derniers traitements avancés, mais oui, là, des fois, on va jouer un peu avec les doses, surtout si les patients, mettons, ils vont être trop fatigués, ils vont avoir des effets secondaires un peu comme je disais, de fatigue, de douleur, des choses comme ça. Là, oui, on peut jouer un petit peu avec les doses. Mais quand on parle, mettons, de l'hormonothérapie standard des injections, le seul jeu de dose, si vous me permettez, mais c'est surtout pour jouer sur la fréquence des patients qui veulent pas recevoir plus qu'une injection à chaque 6 mois. Il y en a qui n'aiment pas ça de recevoir au mois, des choses comme ça. Ça ne va pas trop jouer sur les effets secondaires, malheureusement. C'est une longue réponse, là, je m'excuse. Non, c'est excellent. Merci beaucoup. On demeure toujours dans les effets secondaires. Il y aurait peut-être une conception ici erronée. Je vais vous laisser répondre. Un patient qui a énormément d'effets secondaires justement avec les injections, puis il pense sérieusement à passer à l'orchidectomie. Est-ce qu'il se retrouve finalement à avoir le même genre d'effets secondaires?
Malheureusement, oui. Si c'est des effets hormonaux, c'est pas juste des effets, mettons, de la piqûre ou des douleurs ou de la piqûre. En général, ça va donner un peu le même profil d'effets secondaires. Ça avait été étudié dans le temps où les injections ont commencé à être utilisées. Puis, malheureusement, les effets secondaires, probablement que le patient parle des bouffées de chaleur, de fatigue, sont souvent similaires. Parce qu'encore une fois, le but de ces traitements-là, c'est de baisser la testostérone, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a ces effets secondaires-là. Donc, peu importe comment on le fait, souvent, ça peut donner la même chose. Par contre, ça a tendance à s'améliorer, les bouffées de chaleur. Moi, je ne me rappelle pas de un patient, peut-être un ou deux patients dans tous les patients que vraiment les bouffées de chaleur se sont étirées comme tout le temps, tout le temps. Ça reste, mais souvent, ça s'améliore. Les patients trouvent des moyens de pallier à ça. Il y a des médicaments qu'on peut utiliser des fois qui ne marchent pas très bien, mais il y en a qu'on peut utiliser des fois, ça marche. Ouais. Merci. Autre question, on va rentrer un petit peu dans la testostérone. J'ai eu 4 injections de Firmagon de février à mai 2021. Ma testostérone est à 0,2. Combien de temps avant qu'elle redevienne normale, disons, au-dessus d'un niveau de 7? Là? Ça, c'est une très bonne question. Donc, c'est ça qui est bien du Firmagon. Donc, le Firmagon, c'est le Dégarelix qu'on donne au mois. Donc, techniquement, pourquoi on le donne au mois? C'est parce qu'arrivé à 4 semaines, donc 28 jours, bien, son effet diminue. Donc, si un patient arrête les injections, mais techniquement, à partir du 28e, 21e jour, bien, le système devra reprendre. Toutefois, c'est important de dire que chaque patient reprend différemment. Il y a des patients qui reçoivent des injections, mettons ceux qui reçoivent, on va dire, du Luprolide à chaque 3 mois, chaque 4 mois. On arrête les injections, on s'attend à ce que 3 mois, 4 mois, peut-être ça recommence, mais des fois, ça peut prendre 6 mois, 1 an avant que la testostérone se remette à monter. D'habitude, avec le Firmagon, vu que sa durée d'action est plus courte, souvent la reprise est un peu plus rapide. Mais encore une fois, ça va dépendre de votre état de base. Souvent, les jeunes patients, on parle de 50 ans, 60 ans, jusqu'à 70 ans, souvent, la testostérone va reprendre rapidement dès que l'effet du médicament, selon la pharmacologie, là, selon son durée, dès qu'elle arrête. Par contre, les patients, des fois un peu plus âgés, ça peut prendre, comme je vous disais, là, des mois un peu plus longs. Merci. Les injections de 3 mois, 4 mois et 6 mois sont... En fait, la question, c'est est-ce que les injections mensuelles sont meilleures que les injections aux 3 mois, 4 mois, 6 mois? Ça aussi, c'est vraiment une très bonne question. Hein? En fait, la réponse, c'est que probablement que oui. Il y a des études qui regardent un peu le problème avec les longues durées. On parle de surtout les 6 mois. On pense que probablement vers la fin, des fois, la testostérone réussit à monter. Puis nous, comme médecin, comme urologue, mais on ne veut pas que la testostérone monte parce que le but, c'est de contrôler le cancer. Donc, on utilise des plus courts. Mais de là à dire que le 1 mois est meilleur que le 3 mois, que le 4 mois, je ne pense pas que ça a été établi de façon, ça n'a pas été prouvé de façon certaine. Moi, dans ma pratique, j'utilise souvent des 3-4 mois parce que je pense que c'est plus pratique pour les patients que de recevoir à chaque mois. À chaque 28 jours, c'est rendez-vous. Puis je suis assez convaincu que 3-4 mois, c'est similaire. Par contre, dans les 6 mois, il y en a qui pensent des fois que la testostérone remonte. Mais d'avoir un impact sur la survie des patients, ça n'a jamais été prouvé encore. Merci. On reste encore avec les niveaux de testostérone. Si le niveau de testostérone ne revient jamais à la normale, ici, on parle d'un patient qui a eu une chirurgie, une radiothérapie, 3 ans d'hormonothérapie, est-ce qu'on pourrait penser lui prescrire un supplément de testostérone? C'est sûr que ça, c'est une situation très délicate. C'est-à-dire que la testostérone, on sait que c'est l'essence du cancer de la prostate. On a besoin de testostérone pour développer un cancer de la prostate. Ça ne veut pas dire que si on prend de la testostérone, qu'on va développer un cancer de la prostate. Mais si on a un et qu'on en prend, bien souvent, ça va l'aider à grossir et à croître.
Dans la situation où on a traité un cancer de la prostate et que malheureusement la testostérone reste basse, on sait qu'il y a des patients qui n'ont pas de cancer de prostate, qui n'ont pas été traités et que leur testostérone est basse. Hein. On en voit, nous, en urologie, des patients avec des baisses de libido, tout ça, puis on leur donne de la testostérone des fois. Mais dans le contexte qu'un patient a été traité avec un cancer de prostate, mais c'est sûr que c'est du cas par cas. Parce que si le cancer, c'est un cancer qui est à risque de récidive importante, c'est sûr qu'on va discuter avec le patient. Hein. Si le patient a beaucoup d'effets sexuels, sa libido est basse, sa qualité de vie n'est pas bonne, puis que ça fait déjà quelques années que son APS est à zéro, puis que son cancer n'était pas si pire qu'on pense qu'on l'a guéri, qu'il y a des bonnes chances, mais moi, je ne serais pas contre l'idée de donner de la testostérone, mais il faut qu'il y ait une surveillance très, 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 très rapprochée. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en pratique souvent, mais c'est quelque chose qui peut être fait, oui, mais il faut que ça soit suivi de façon rapprochée. Mais de donner de la testostérone comme ça, sans penser à tous ces critères-là, ben, ça serait quand même dangereux. Il faudrait penser à tout ça avant. Très bien, merci. Beaucoup de questions concernant les effets secondaires, en fait, la durée des effets secondaires après la fin d'un traitement. Alors, tu sais, j'ai été 18 mois sous hormonothérapie. J'ai terminé mon traitement il y a 1 an. J'ai encore plein d'effets secondaires. Ça prend combien de temps, Dr. Anna, pour que ça s'estompe? J'imagine qu'on parle des effets secondaires de l'hormonothérapie. Oui, l'hormonothérapie. C'est ça que je disais un peu tout à l'heure, malheureusement. Je vous dirais qu'en pratique, de ce que je vois, je dirais que la majorité des patients vont récupérer leur testostérone entre 6 mois et 1 an. Mais malheureusement, on en voit là, de temps en temps des patients que l'hormonothérapie a juste été très forte. C'est-tu une composante génétique qu'ils ont? C'est-tu quelque chose du métabolisme qui fait en sorte que l'hormonothérapie a été très, très efficace et très sévère? Puis malheureusement, il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est vraiment le temps qui va nous le dire. Souvent dans des contextes comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, nous, on va faire peut-être des fois, on va demander l'avis à des endocrinologues qui sont des médecins des hormones pour voir, mais y a-t-il une autre cause qui fait en sorte que la testostérone ne remonte pas? Des fois, il y a d'autres hormones au niveau cérébral, au niveau ailleurs dans le corps qui peut faire en sorte que ça peut jouer sur la testostérone chez quelqu'un de normal, donc chez quelqu'un qui a un cancer aussi de la prostate. Donc ça, malheureusement, la réponse courte de bons politiciens, c'est juste le temps va le dire. Là. Des fois, ça peut être long, malheureusement. Merci. On va aller au cancer métastatique. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce qu'une hormonothérapie standard, puis peut-être une hormonothérapie de nouvelle génération peuvent faire fondre les métastases? Oui, c'est une bonne question. C'est souvent une question qu'on a des patients. Tout dépend de ce qu'on a dans la définition par fondre. Comme on disait tantôt, qu'on dit qu'un cancer est métastatique, souvent on va parler de contrôle de la maladie. Ça devient un peu comme le contrôle du diabète. C'est quelque chose qu'on parle sur plusieurs années. On veut contrôler la maladie. C'est pas quelque chose qu'on peut se débarrasser de à jamais après avoir arrêté les traitements. On n'est pas rendu là encore en termes d'avancée scientifique dans le cancer de la prostate. Par contre, c'est des gens qui ont mettons, moi j'ai des patients qui ont quelques métastases, on leur fait un traitement d'hormonothérapie, puis là on leur refait un examen, mettons 1 année ou 2 plus tard, puis on ne les voit plus, les métastases. Donc, par définition, ils ont fondu, mais est-ce que ça se peut qu'il y ait encore des cellules qui soient endormies, complètement endormies, qu'on ne voit plus à l'imagerie? C'est probablement plus le cas. Mais est-ce que ça arrive des fois, mettons, je ne sais pas, qu'on a une métastase, on va dire, à une place, puis là, qu'on fasse un traitement radical sur cette métastase-là. Mettons, on fait de la radiothérapie, puis on brûle vraiment cette métastase-là. Puis là, on regarde le décours à long terme, puis il n'y a plus jamais rien qui se développe là, donc on a tué la métastase. Oui, mais quand on parle juste d'hormonothérapie, comme on disait tantôt, probablement que ça va juste endormir les cellules, puis on ne les verra plus au scan pendant, on espère, longtemps, mais probablement qu'ils sont encore là. Très bien, merci. Quand est-ce qu'on peut savoir qu'on est devenu résistant à l'hormonothérapie standard de par notre APS? Qu'est-ce que vous surveillez? Qu'est-ce que vous regardez avant de prescrire une hormonothérapie de nouvelle génération, par exemple? Fait que, comme on disait tantôt, là, le plus important,
c'est l'APS. C'est-à-dire qu'on suit la prise de sang chez le patient. Quand on voit que malgré un niveau de testostérone qui est bas, qui est dans la définition de castration, qu'on voit qu'un APS monte, mais là, il faut qu'on commence à se poser des questions. Est-ce que notre traitement est adéquat? Est-ce qu'on devrait changer de traitement? En plus de suivre la prise de sang, bien, on suit le patient aussi. Hein? C'est-à-dire qu'on regarde un peu cliniquement, bien, est-ce qu'il développe des symptômes? Est-ce qu'il est plus fatigué? Est-ce qu'il a mal? Puis troisièmement, mais on regarde l'imagerie aussi. Fait qu'on fait des scans, on regarde, bien là, malgré que la testostérone est basse, est-ce qu'il y a une nouvelle métastase qui est apparue? Est-ce que cette métastase-là semble avoir grossi? Fait qu'on utilise les prises de sang, le patient et des fois aussi les imageries pour pouvoir dire, ben oui, là, le patient, clairement, il ne répond plus à l'hormonothérapie standard, puis il faut passer à d'autres lignes de traitement. Merci. Je me risque avec une dernière question. Je vois que le temps avance. Ça va être la dernière. En fait, mon neurologue m'a prescrit une hormonothérapie de nouvelle génération. Pourquoi est-ce que je suis obligée d'avoir mes injections en même temps alors que je suis résistant? Oui, c'est une excellente question, ça. Puis c'est vrai, hein, on dirait que notre liste de médicaments fait juste augmenter d'année en année. En fait, il y a deux volets à cette réponse-là. Premièrement, comme on a dit tantôt, ces médicaments-là agissent à des façons différentes. Hein. Les injections, souvent, ça va agir plus au niveau des hormones cérébrales. Ça va faire en sorte que notre corps ne produira plus de testostérone. Puis les médicaments de nouvelle génération, souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Mais ils vont bloquer la testostérone qui reste, là, des fois en minime quantité. Ils vont aller bloquer ça dans les cellules cancéreuses. Puis qu'est-ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des fois, les cellules cancéreuses sont assez intelligentes. Hein? Malheureusement, le cancer, ils réussissent des fois à produire leur propre testostérone. Puis c'est pour ça qu'on utilise l'hormonothérapie avancée pour aller bloquer cette testostérone-là que l'injection ne peut pas faire. Puis l'autre volet de la réponse, c'est que les études qui ont amené à l'utilisation de ces nouvelles molécules-là, ou ces nouveaux médicaments-là, mais on n'arrêtait pas le traitement chez le patient parce qu'on continuait un traitement qui quand même marchait un peu. Puis là, on ajoutait d'autres traitements qui sont ces nouvelles molécules-là. Fait que dans les études, les patients continuaient à prendre ces médicaments-là. Donc d'arrêter ces médicaments-là, puis d'arrêter les injections, puis de prendre juste les nouvelles médicaments, mais ce serait comme faire quelque chose qu'on ne sait pas vraiment ce que ça ferait, tu sais. C'est pour ça que c'est un peu ces deux volets-là qu'on continue. Eh bien, merci beaucoup. Docteur Anna, ça va conclure notre webinaire de ce soir. Je pense que ça a été un excellent webinaire. Puis comme je l'ai mentionné au début, vous allez pouvoir le revoir à plusieurs reprises parce qu'il va être disponible sur notre site. Alors, juste au moins pour terminer, première des choses, bien sûr, les questions qui n'ont pas été répondues, il y en a quand même eu quelques-unes qu'on voit dans le QA, vont être répondues personnellement par nos infirmières. Et puis, s'il y a des questions à travers celles qu'on va recueillir qui sont un petit peu plus corsées à ce moment-là, je les soumettrai au docteur Anna. Évidemment, là, avant de quitter, votre opinion est importante pour nous. Alors, on vous invite à remplir un court sondage lorsque vous quitterez la webdiffusion. Vous n'aurez qu'à cliquer sur « Continuer ». Encore une fois, merci infiniment, Dr. Anna, pour votre précieux temps. Excusez-moi, là. Pour votre précieux temps, c'est extrêmement apprécié. Et puis, pour ceux qui sont encore avec nous, sachez que le prochain webinaire va avoir lieu le 9 novembre de 19h à 20h30, lors duquel on va aborder sous forme de panel avec Pierre Goujon, sexologue psychothérapeute, l'impact des traitements d'un cancer de la prostate sur la partenaire, particulièrement sur l'intimité. Alors, soyez des nôtres, consultez notre site, soyez à l'affût. Et puis, merci, Dr. Anna. Ici, Marie-Christine Beauchemin pour Procure en parle. Merci pour votre participation. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci à tous. Vous avez aimé les services de Procure? Alors, n'hésitez pas à contribuer à procure.ca. Merci pour votre générosité.